Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au troisième épisode de la formation à JavaScript pour les débutants. Dans l'épisode précédent, je vous avais promis qu'on aborderait les conditions et les boucles en JavaScript. Et bien, comme promis, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et avant de commencer, on va voir comment on peut écrire du JavaScript dans des fichiers. Vous voyez que là, j'ai créé un dossier spécialement pour ce tutoriel. Et donc la première chose qu'on va faire ici, c'est créer un nouveau document. Donc un nouveau document que je vais appeler index.html et un autre fichier que je vais appeler app.js. Donc le fichier index.html, c'est un fichier HTML classique qui ne contiendra rien du tout ou presque, et le fichier app.js, ce sera le code de notre application. J'ai ouvert ce dossier dans un éditeur de code qui s'appelle Visual Studio Code. C'est ce que j'utilise pour éditer les fichiers. Si vous n'avez pas d'éditeur de code sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser temporairement un bloc-notes ou quelque chose du genre. Mais bien sûr, un éditeur de code sera beaucoup plus confortable pour éditer des fichiers. Moi j'utilise Visual Studio Code parce que je le trouve assez confortable, agréable à utiliser. Il y a des extensions, il y a un debugger, il y a tout un tas de choses bien utiles quand on fait du développement web. Il existe d'autres éditeurs de ce genre comme Atom, comme Notepad++ sur Windows. Moi je vous recommande Visual Studio Code. Et si vous avez déjà un éditeur de code, eh bien utilisez celui que vous préférez utiliser. Et éventuellement, si vous n'avez pas envie d'installer quoi que ce soit pour le moment, vous pouvez utiliser le bloc-notes de votre système, ça conviendra pour l'instant. Dans le fichier index.html, donc on va créer une structure basique comme ceci. Donc dans le titre, on va mettre codecast. Ça, on va l'enlever. Pardon, ça c'est un truc que met Visual Studio Code par défaut. On va l'enlever parce que ce sera pas utile. Et pour inclure notre fichier JS, on va placer une balise script à la fin du body, comme ceci, qu'on va refermer, voilà. Et dans cette balise script, on va mettre un attribut src qui pointera vers notre fichier, donc src app.js. On le met à la fin du body et non pas dans la tête, dans la balise head, pour la bonne raison qu'en fait, en général, on met les scripts à la fin du body. Parce que quand vous les mettez dans la tête, le navigateur va attendre que tous les fichiers JS soient chargés avant d'afficher quelque chose, alors que quand ils sont à la fin du body, il va d'abord afficher le document, même si le JS n'est pas encore chargé. Ça évite d'avoir des pages blanches pendant une demi-seconde, une seconde, le temps que le JavaScript se charge. Et donc c'est considéré comme une bonne pratique de mettre les scripts à la fin du body. Et donc dans notre fichier app.js, on va pouvoir commencer à écrire notre application. Donc je vais ouvrir le fichier index.html dans un navigateur. Pardon, je vais faire l'inverse, je vais mettre ça là, voilà. Donc ça affiche une page blanche. Et maintenant je peux commencer à taper du code JavaScript. Ici je vais utiliser alert. Et la fonction alert, c'est une fonction qui va permettre d'afficher une petite fenêtre comme ceci avec du texte à l'intérieur. Donc quand je fais alert OK, voilà ce qui se passe. Donc il faut rafraîchir la page à chaque fois que vous faites une modification. Et vous voyez que le message apparaît. Alert, c'est pas une fonction qu'on va utiliser très souvent. C'est rarement une bonne idée de l'utiliser parce que ça bloque l'exécution du code. C'est-à-dire que rien ne se passe tant que l'utilisateur n'a pas cliqué sur OK. Et puis en termes d'expérience utilisateur, c'est pas terrible. Mais ici, ça permet de vérifier que tout fonctionne. Avant de commencer, la dernière chose dont on va parler, c'est de la fonction console.log. Alors vous vous souvenez qu'avant, quand on utilisait la console de Chrome, on avait le retour immédiatement. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous voyez que si j'affiche la console, je peux taper n'importe quoi dans le code, rien ne va s'afficher en fait dans l'onglet console ici. Et si je peux afficher quelque chose dans la console, comme le contenu d'une variable, je suis obligé de le faire de manière explicite avec la fonction console.log qui prend en paramètre une variable, une chaîne de caractères, n'importe quoi. Et quand je rafraîchis, vous voyez que ça s'affiche dans la console. Maintenant que ces petits points sont éclaircis, on va pouvoir commencer à parler des conditions. Les conditions, ce sont des structures de code qui permettent... je voulais pas fermer ça, pardon, qui permettent d'exécuter du code en fonction de la valeur d'un booléen. Donc la première condition qu'on va voir, c'est le if.
qui va s'utiliser de la manière suivante. If, ça veut dire si en anglais, et ça va permettre d'exécuter du code uniquement si un booléen est vrai. Donc ici, en fait, je vais écrire if, entre parenthèses, je vais placer mon booléen, et ensuite, j'ouvre l'accolade, je n'oublie pas de la refermer, ça c'est important. Et ici, tout ce qui est entre la première l'accolade ouvrante ici, et l'accolade fermante ici, ne sera exécuté que si mon booléen est vrai. Ici, j'ai mis un booléen qui vaut true pour le test, donc ce code-là sera bien exécuté. Donc là, on fait un console log de hello pour afficher hello dans la console. Et quand on rafraîchit la page, ça fonctionne. Maintenant, si on met un booléen qui vaut faux, eh bien, hello ne s'affiche plus dans la console, parce que ce code-là n'est exécuté qu'en fonction de la valeur du booléen passé dans les parenthèses ici. Et donc ça, c'est le fonctionnement du if. Sauf que mettre un true ou un false à l'intérieur du if, c'est pas hyper intéressant. Et donc, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de travailler avec des données réelles, des variables, et de pouvoir faire des comparaisons entre ces variables. Donc avant d'aller plus loin, on va aborder ce qu'on appelle les opérateurs de comparaison, qui vont nous permettre de créer des booléens en comparant les valeurs de deux variables entre elles. Par exemple, si je veux que du code s'exécute uniquement en fonction de l'âge d'une personne, parce que je veux créer, je sais pas, une page avec une restriction d'âge, imaginons, je vais déclarer une variable âge, qui vaudra 14 par exemple. Et donc, ici, je vais mettre if âge supérieur ou égal à 18. Et là, le code ne sera pas exécuté. Si maintenant je change l'âge pour mettre 19, alors là, vous pouvez voir hello dans la console. C'est un peu pénible ce truc de traduction. Hop, voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici concrètement? En fait, on a utilisé un premier opérateur de comparaison qui permet de dire supérieur ou égal à. Donc vous voyez que les opérateurs de comparaison sont assez explicites. Donc les opérateurs de comparaison sont les suivants. On a donc inférieur ou égal à, supérieur ou égal à. On a ensuite égal à, tout simplement. Ou alors, comme ceci, donc égal c'est toujours un double égal, puisque le égal simple il sert à assigner des valeurs à des variables, et vous pouvez même utiliser un triple égal. Il y a une différence entre les deux qu'on va aborder tout à l'heure. Spoiler alert, en général il vaut mieux utiliser un triple égal plutôt qu'un double égal. Donc pour la suite de ce tuto, on va utiliser le triple égal pour dire égal à, et comme il existe égal à, il existe également différent de, qui s'écrit avec un point d'exclamation et un égal ou un double égal, et ici on va utiliser le double égal. Alors si ça va un peu vite, ne vous inquiétez pas, on va voir ces opérateurs en pratique. Donc si je veux faire un code réservé aux plus de 18 ans ou aux ceux qui ont 18 ans ou plus, j'ai écrit ça comme ceci. Si je veux à l'inverse faire un code réservé aux jeunes enfants, eh bien je peux faire âge inférieur ou égal à 9. Là vous voyez que hello ne s'affiche pas dans la console. Donc là vous voyez que hello ne s'affiche pas dans la console parce que âge est largement supérieur à 9. Et si je modifie âge ici pour lui mettre 7, hello va s'afficher dans la console. Maintenant, si je veux travailler avec des chaînes de caractères, c'est également possible. Je vais faire var mot de passe égale, puis le mot de passe ce sera plop. Et donc à ce moment-là, si je veux exécuter du code que si le bon mot de passe est entré, je peux faire if mot de passe égal plop. Alors bienvenue dans notre club. Voilà, imaginez un club privé avec un mot de passe. Donc là, ça affiche bienvenue dans notre club. Si vous imaginez que ça, c'est le mot de passe entré par quelqu'un, alors vous pouvez le comparer avec le vrai mot de passe. Et si ce mot de passe est strictement égal au
au mot de passe que l'utilisateur a donné, alors c'est que le mot de passe est correct et donc on peut exécuter ce code. Donc là ça fait bienvenue dans notre club. Et si en revanche ici je modifie la valeur de cette gêne de caractère pour dire test, bien là rien ne se passe. Je peux faire également l'inverse, c'est-à-dire que si mot de passe est différent de plop, alors on exécute du code. Donc là, si je modifie mot de passe pour mettre plouf, ça fonctionne. Et si je mets plop, ça ne fonctionne plus. Puisque plop étant strictement égal à plop, cette condition-là n'est pas remplie. Donc je vous parlais tout à l'heure des conditions qui prennent en fait entre parenthèses des booléens. Sachez en fait que quand vous utilisez un opérateur de comparaison comme ceci, du genre mot de passe égal plop, ça crée un booléen. C'est-à-dire que vous pouvez faire var bool égale ceci. Et si vous faites un console.log de bool, alors qu'est-ce que j'ai mal fait? Évidemment, ici j'ai pas pensé à mettre des guillemets, du coup il imaginait que plop c'était une variable, et comme cette variable n'avait jamais été définie, ça cause une erreur. Donc maintenant tout devrait fonctionner. Le console log affiche bien la valeur de bool dans la console, et vous pouvez voir que bool est en fait un booléen qui vaut vrai, parce que lorsqu'on utilise un opérateur de comparaison, eh bien ça renvoie un booléen, et en l'occurrence la comparaison se vérifie bien, donc ça retourne un booléen qui vaut true. Bien. Alors maintenant qu'on a vu le if, imaginons qu'on veuille exécuter du code si une condition n'est pas remplie. Eh bien on peut utiliser un autre mot-clé qui est le else, qui signifie sinon. Et alors là, sinon, je vais écrire tu n'es pas le bienvenu. Imaginons. Et donc, voilà. Ce que ça fait, c'est qu'en fait, ici, ça affiche tu n'es pas le bienvenu. Alors, je vais modifier ceci. Donc là, ça affiche bienvenue dans notre club parce que le mot de passe est bien égal à plop. Et si jamais je modifie le mot de passe en mettant n'importe quoi dedans, eh bien ça va afficher tu n'es pas le bienvenu dans la console, parce que JavaScript va rencontrer ce bloc if, exécuter la comparaison est fausse, par conséquent ce bloc de code là n'est pas exécuté, il rencontre le else, donc le sinon, et donc va exécuter le code du sinon. Vous pouvez également combiner plusieurs if et else de la manière suivante. Par exemple, alors on va changer un peu d'exemple, on va dire var prénom égale Baptiste par exemple. Et alors si on imagine que si prénom est égal à Baptiste, alors on va écrire yo Baptiste. Et puis sinon, si, donc vous voyez, vous pouvez faire un else if de la manière suivante, ce qui veut dire littéralement sinon si. Donc si cette condition là n'est pas remplie, alors on essaye d'évaluer cette condition là, et sinon si prénom égale Léa, on n'oublie pas les accolades, alors on affiche un console log de salut Léa, et sinon on va afficher je ne te connais pas encore. Et maintenant si on observe ce qui se passe, quand prénom vaut Baptiste, ce code là est exécuté. Quand prénom vaut
Léa avec un accent, alors ce code-là est exécuté. Et quand prénom ne vaut Jérôme, quand prénom ne vaut ni Baptiste ni Léa, ce code-là est finalement exécuté. Donc voilà comment on utilise les if, les else if et les else en JavaScript. Maintenant, imaginons qu'on veut tester plein de cas différents. On pourrait faire un if, else, et ainsi de suite pour tester une dizaine de prénoms à la suite. Mais il existe dans JavaScript une syntaxe un peu plus concise qui va nous permettre de faire ceci. Et cette syntaxe, c'est le switch qui va s'utiliser de la manière suivante. Vous voyez, au passage, l'intérêt d'utiliser un éditeur de code spécialement fait pour le développement web, c'est que il est capable, quand j'écris switch comme ceci, et que je sélectionne switch et que j'appuie sur entrée, d'écrire lui-même toute la syntaxe nécessaire. Bon, je vais le faire à la main ici pour expliquer. Donc le switch, il va prendre en paramètre une variable, ici la variable prénom, et c'est cette variable que l'on va comparer à tout un tas de valeurs. Donc j'écris switch avec la variable entre parenthèses, j'ouvre les accolades, et ici je vais pouvoir écrire plusieurs cas de figure, plusieurs cases. Donc j'écris case, et si prénom, case s'utilise de la manière suivante. Donc là j'écris case Baptiste, 2 points, et ici je vais écrire console.log de yo Baptiste. Et quand j'ai fini d'écrire tout le code qui correspond au cas de figure Baptiste, je peux terminer le case en écrivant break, comme ceci. Et une fois que j'ai écrit mon break, je peux écrire un deuxième cas, et là je vais faire case Léa, 2 points, console.log de yo Léa, comme ceci, et j'écris n'importe quoi, break, case, je ne sais pas moi, Alexandre, alors on écrit un console.log de salut Alexandre. Et si enfin je veux un cas de figure par défaut, quelle que soit la valeur de prénom, c'est-à-dire un cas de figure qui soit exécuté si prénom ne vaut ni Baptiste, ni Léa, ni Alexandre, je peux utiliser default, comme ceci, avec un L. Et tout ce qui est dans default sera exécuté si aucun des cas de figure au-dessus ne sont exécutés. Donc ici, je vais faire un console log de je ne te connais pas. Donc on peut tester que ça fonctionne. Donc avec Jérôme, ça va afficher je ne te connais pas, le cas de figure par défaut. Maintenant, si j'écris Baptiste, j'écris n'importe quoi, Baptiste comme ceci, alors ça écrit yo Baptiste. Si j'écris Alexandre, ça devrait afficher salut Alexandre. Et si j'écris Léa comme ceci, eh bien ça va afficher yo Léa. Et on peut même aller un peu plus loin. Si on veut un cas de figure qui corresponde à plusieurs valeurs, autrement dit, si on veut pas, si on veut qu'un code soit exécuté, si par exemple prénom vaut soit Baptiste, soit Léa, en fait on peut écrire comme ceci. Alors je vais enlever ce cas de figure là, je vais enlever du coup le break, et on peut mettre ici, en dessous de case Baptiste, case Léa, 2 points. Et ici, du coup, je peux mettre Baptiste, je vais mettre toi. Donc là, ça affiche yo toi quand prénom vaut Léa. Et si prénom vaut Baptiste,
alors ça va aussi afficher yo toi. Donc ce cas de figure-là sera exécuté si prénom est égal à Baptiste ou que prénom est égal à Léa. Ce code-là sera exécuté si prénom est égal à Alexandre. Et si prénom n'est égal ni à Baptiste, ni à Léa, ni à Alexandre, c'est le cas de figure par défaut qui sera exécuté. Notez que j'ai pas besoin de mettre un break après le default, parce que comme c'est le dernier cas du switch, et qu'il y a ici une accolade fermante, l'accolade fermante suffit à dire à JavaScript que le switch s'arrête ici. Donc on n'a pas besoin d'écrire un break. Avant de clore cette vidéo, je vais donc vous parler, comme je l'avais évoqué tout à l'heure, de la différence entre le double égal et le triple égal. Et cette différence, elle est subtile, et vous n'êtes pas obligé de la maîtriser tout de suite. Disons qu'elle peut paraître un peu compliquée, et vous aurez peut-être du mal à saisir vraiment son intérêt immédiatement. Mais je vous assure que c'est utile vraiment de connaître la différence entre les deux lorsqu'on travaille sur du code plus complexe, et donc je préfère parler de cette différence dès le début en fait de cette formation, même si j'aurai l'occasion d'en reparler. Cette différence en fait elle a à voir avec les conversions implicites dont on a déjà un petit peu parlé dans l'épisode sur les variables. Et pour illustrer cette différence, je vais écrire un exemple qui est le suivant. Je vais faire un if 8 comme ceci, égal 8 avec les accolades, et ici je vais écrire un alert avec OK dedans pour vérifier que la comparaison fonctionne. Et si vous avez l'œil, en fait, vous voyez que le 8 ici est entre guillemets, entre apostrophes, et ce 8 là ne l'est pas. C'est-à-dire que ce 8 ici est une chaîne de caractères et ce 8 ici est un nombre. Quand j'exécute ce code, quand je rafraîchis la page, j'ai bien ma petite pop-up avec le texte OK qui s'affiche. Vous allez me dire, bon bah tout va bien, c'est super. En réalité, c'est pas si super que ça. C'est-à-dire que le problème avec ce code-là, c'est que bon, je vais remplacer le double égal par un triple égal pour vous montrer, et vous voyez que quand je rafraîchis la page, notre pop-up ne s'affiche plus, c'est-à-dire que la comparaison n'est plus vérifiée. Et avec le double égal, ça fonctionne. Le problème de cette approche, c'est qu'ici JavaScript a exécuté une conversion implicite entre ce 8-là qui est une chaîne de caractères et ce 8-là qui est un nombre. Et en fait, c'est vraiment quelque chose que l'on veut éviter. C'est-à-dire que le plus possible, lorsqu'une variable est une chaîne de caractères, il faut qu'elle reste une chaîne de caractères. Et lorsqu'une variable est un nombre, eh bien, c'est un nombre et pas autre chose. Et dans le cas de figure présent, avant d'exécuter la comparaison, et c'est l'effet en fait du double égal et non pas du triple égal, c'est que JavaScript va voir en fait que les deux variables sont de types différents. Si vous avez du mal à comprendre véritablement ce qu'impliquent les différences de type, en fait, pour bien comprendre, ici, entre guillemets, ça n'est pas un nombre, c'est le caractère 8, c'est du texte en réalité. Et comme c'est du texte et non pas un nombre, vous ne pouvez pas exécuter d'opérations mathématiques comme l'addition, la multiplication, etc. Parce que c'est du texte et non pas véritablement une valeur mathématique. Tandis que ce 8-là, qui n'est pas entre guillemets, a pour JavaScript une vraie valeur mathématique. C'est un vrai nombre sur lequel vous allez pouvoir faire des additions, des multiplications, etc. Et donc, avant d'exécuter cette comparaison avec le double égal, JavaScript, qui constate que les deux variables sont de types différents, va convertir ce 8 ici en une chaîne de caractères, donc comme ceci, et va ensuite effectuer la comparaison sur les deux chaînes de caractères. Et c'est pour cette raison que la comparaison fonctionne. Tandis que si j'effectue un triple égal, en plus de comparer les valeurs de ces variables, j'assure en fait la concordance de leur type. C'est-à-dire que si deux variables sont de types différents, le triple égal ne validera pas la comparaison.
Et si au premier abord le double égal peut paraître plus utile parce que ça permet facilement de comparer des variables entre elles qui sont de types différents sans avoir à les convertir d'abord, en fait le double égal on va l'éviter le plus possible, on ne va quasiment jamais l'utiliser pour la bonne raison que les conversions implicites sont, comme leur nom l'indique, implicites, et que en programmation, tout ce qui est implicite, c'est rarement très pratique. C'est-à-dire qu'il vaut mieux, si jamais vous avez à faire une comparaison entre une chaîne de caractères et un nombre, il vaut mieux que vous effectuiez dans un premier temps vous-même la conversion des types de manière explicite dans votre code, plutôt que ce que vous laissiez JavaScript faire une espèce de magie derrière votre dos, sans que ce soit écrit nulle part dans le code. C'est-à-dire que écrire les choses de manière explicite, c'est avoir dans le code des traces de tout ce qui va être conversion de type, etc. Et c'est beaucoup mieux, quand on travaille sur des projets plus complexes, de faire les choses de manière réellement explicite, que d'avoir des espèces de magie qui, même si elles sont là pour nous simplifier la vie, en réalité, bien souvent, nous font perdre le fil de ce que le code fait vraiment. Donc pour éviter la confusion, on évite le plus possible de mélanger les différents types de données entre eux. Et vous verrez qu'en s'imposant cette rigueur de ne pas mélanger les types de données entre eux, vous allez grandement vous éviter de problèmes et de maux de tête lorsque vous travaillerez sur des codes beaucoup plus complexes. Même si, encore une fois, là vous en êtes au début de l'apprentissage de JavaScript, on fait du code très simple qui tient sur 15 lignes, et l'intérêt d'utiliser triple égal plutôt que double égal peut vous paraître complètement futile et complètement abstrait. Mais en réalité, il est bien réel enfin voilà, gardez-vous ça comme une espèce de devise. Jamais de conversion implicite, c'est beaucoup mieux comme ça, croyez-moi. Voilà, cet épisode touche à sa fin, j'espère que vous l'avez apprécié. Dans le prochain épisode, on abordera les boucles en JavaScript. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.